Vous êtes sur Bafo TV, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et bienvenue à suivre cette édition d'actualité. Dans un contexte sécuritaire toujours tendu au sud Kivu, la situation politique s'enflamme au sein des institutions provinciales. 18 députés ont déposé une motion de censure contre le gouverneur Jean-Jacques Porousou, l'accusant de mauvaise gestion, de détournement présumé et de violation des procédures budgétaires. Cette initiative intervient dans une incertitude politique dans une région déjà fragilisée par l'insécurité. La tension politique franchit un nouveau seuil dans la province du Sud Kivu. Alors qu'une partie du territoire reste sous pression des rebelles de l'AFC M23, 18 députés provinciaux ont déposé mardi 21 avril une motion de censure contre le gouverneur Jean-Jacques Poroussi. Une initiative qui révèle les fractures profondes au sein des institutions locales. Adressée au bureau de l'Assemblée provinciale siégeant à Ouvira, la motion s'appuie sur une série d'accusations structurées autour des trois axes principaux. Mauvaise gestion administrative et financière, manque de transparence ainsi que des nominations jugées irrégulières. Les signataires dénoncent également des violations des procédures budgétaires dans la conduite des affaires publiques. Mais au-delà des griefs classiques, les accusations prennent une tournure particulièrement grave. Le gouverneur est notamment soupçonné d'actes de détournement des fonds à grande échelle, incluant plusieurs millions de dollars liés à différents programmes publics ainsi que des ressources destinées à la sécurité et au développement. Parmi les éléments évoqués figurent aussi des allégations concernant la gestion des lingots d'or et des biens publics dans un contexte déjà fragilisé par la guerre. Certains députés vont plus loin, évoquant des prises de position ambiguës face à l'AFC M23, alimentant un climat de suspicion autour de la loyauté politique du gouverneur dans une période critique pour la province. Cette offensive politique vise indirectement les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo, figure influente dont le gouverneur est proche. Au sein de la majorité présidentielle, des signes de désaveu apparaissent, laissant entrevoir un possible réalignement politique dans la région. La suite dépendra désormais du débat à l'Assemblée provinciale qui devra trancher sur l'essor du gouverneur dans les prochains jours. En pleine tourmente sécuritaire, cette motion de censure illustre une réalité brutale. Même sous la menace des armes, la bataille politique ne s'arrête jamais. En prélude à sa mission d'itinérance à Gbadolit, dans le nord Ubangi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Sabani, a échangé ce mardi 21 avril avec les caucus des députés nationaux de la province, conduits par son président Dongo Lemo Mobutu. Selon lui, ces discussions ont porté sur la situation sécuritaire et sociale, marquée notamment par la problématique de la présence de Mbororo. Il est ici. De la réunion que nous avons tenue, c'est-à-dire le caucus Nord-Ubangi, avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation. Il nous a conviés pour nous annoncer que dans ses prérogatives en tant que ministre, il avait prévu dans son cahier de charge une itinérance sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, c'est le tour de la province du Nord-Ubangi. Raison pour laquelle il a voulu, dans sa démarche, associer les élus que nous sommes afin que nous puissions être avec lui et travailler ensemble pour le bien de nos populations. Et éventuellement, cette itinérance aura plusieurs volets. Il y aura une formation des acteurs de la territoriale et il y aura aussi des consultations populaires. Donc, il nous avait réservé cette primeur, c'était l'essentiel. Et avant que nous puissions faire une descente, nous allons constituer un petit cahier de charges qui sera aussi à côté des activités qu'il pourra mener sur terrain. C'est une marque de considération et on le sait bien que le fonctionnement de l'État est un engrenage, c'est-à-dire l'exécutif a besoin du législatif pour bien faire fonctionner les choses. Et nous, en tant qu'élus, nous sommes en contact permanent et direct avec nos populations. Donc ça va aussi en opposition avec le rapport que lui, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, peut recevoir au niveau de ses services. Donc nous intégrer dans sa démarche permettrait encore mieux d'élucider les vrais problèmes de la population pour des solutions idoines et adaptées.
Agenda diplomatique intense pour la délégation congolaise à Ottawa. Le ministre délégué de la francophonie et à la diaspora, Crispin Bandou, accompagné de Juliana Amato, candidate de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a été reçu par l'ambassadeur congolais au Canada avant une audience au ministère canadien des Affaires étrangères. Les détails dans ce reportage. Quelques heures avant de rencontrer la ministre des Affaires étrangères d'Ottawa et d'autres officiels canadiens, la délégation de Kinshasa commence sa journée ici, à l'ambassade de la RDC au Canada. Face à la brutalisation, face à la remise en cause de nos normes communes, la francophonie doit représenter la force du droit contre le droit de la force. Reçu par l'ambassadeur Joscar, les échanges tournent autour de la stratégie mise en place pour rafler le poste de secrétaire général à la francophonie aux élections de novembre au Cambodge. Face aux enjeux stratégiques et défis politiques et diplomatiques, la RDC met en place un duel commando, le ministre de la Coopération internationale en charge de la francophonie et Juliana Lumumba, la candidate au poste. Oui, merci. Ça va? Oui, ça va très bien. C'est parfait. L'objectif est d'aligner le Canada sur la liste des pays favoris à la candidature de la RDC et pour ce faire, un travail exceptionnel est fait par l'ambassadeur de la RDC au Canada qui a activé toutes les machines afin de baliser le terrain. Et ce travail, c'est notamment cette réunion de haut intérêt en la délégation congolaise et le ministre des Affaires étrangères d'Ottawa et certains autres officiels, un seul objectif pour la RDC, convaincre. Le sujet de la lettre, bien sûr. Donc peut-être je pourrais commencer. La République démocratique du Congo promet une francophonie plus dynamique assise sur 9 piliers. La francophonie avec le peuple, pour le peuple, par le peuple. Vous savez, le Canada et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales qui sont aujourd'hui en phase d'être redynamisées avec la commission mixte qui est actuellement, qui travaille actuellement entre nos deux pays. Alors, ils ont été très réceptifs au projet présenté par notre candidate et je crois que nous pouvons espérer avoir le soutien du Canada qui est parmi les plus grands financiers, non seulement financiers de l'OIF, mais un partenaire important avec la singularité de cette langue qui est le français en Amérique du Nord, qui constitue pour eux un levier non seulement économique, mais aussi de survie et d'identité nationale. Le profil de la RD Congo se présente favorable à ces élections, d'autant plus qu'il réunit plusieurs atouts nécessaires au préalable, notamment la position stratégique comme premier pays francophone au monde. À cela s'ajoute l'implication personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a tout donné, même le reste pour la victoire de la RDC, représentée par Juliana Lumumba. J'ai eu l'honneur de parler avec Madame la ministre des Affaires étrangères et surtout de voir comment est-ce que au niveau du Canada et au niveau de l'OIF, lorsque je serai élu, si les chefs d'État et de gouvernement m'élisent, on peut créer un levier, comme on dit, un partenariat stratégique avec le Canada pour lever l'OIF vers le haut tel qu'il devait être, un espace non seulement de diversité culturelle qui va augmenter avec le numérique, mais aussi au niveau, comme je dis, économique, les partenariats que nous pouvons faire ensemble et surtout les partenariats avec la jeunesse à travers l'Union. Diplomatie et sport au cœur d'une concertation stratégique à Kinshasa. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimou, a échangé ce mardi avec la vice-ministre des Affaires étrangères et des représentants diplomatiques des États-Unis et du Canada. Au centre des discussions, l'accompagnement des supporters de l'OPAR à la Coupe du Monde 2026. Assurance donnée par le gouvernement, aucun frais ne sera exigé. L'État prendra en charge les billets, transports et hébergements suivis. J'ai fait des déplacements vers ma collègue, la vice-ministre des Affaires étrangères, parce qu'on avait une réunion avec le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis et la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada. Question de déjà préparer le déplacement de nos supporters et de tous ceux qui doivent accompagner l'équipe nationale, tant officielle et ceux qui ne le sont pas.
La réunion elle a vraiment été très bonne et je profite de l'occasion pour lancer un appel parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tendances d'escroquerie sur le net, des gens qui demandent de l'argent ou qui prétendent avoir le contrôle sur la liste qui sera soumise, pour les visas, pour faire le déplacement avec nos repas. Cette liste n'est pas monnayée, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a rien du tout à part les personnes qui sont censées accompagner l'équipe, donc les supporters qui seront prises en charge par l'État congolais. Donc je tiens à marteler sur ça. Du côté du gouvernement, là nous sommes vraiment déterminés à ce que les choses se passent bien, d'où on est en train de s'y prendre déjà à temps pour essayer de finaliser tout ce qui sera en démarche pour le visa. Et le gouvernement va devoir mettre les moyens pour le déplacement, le logement et tout ce qui pourra accompagner le repas. Et comme je le dis, je suis tellement optimiste que je sais que l'exploit sera au rendez-vous. On sera au-delà de ce qui s'est fait en 1974. Pourquoi pas ramener la coupe ici? On sera peut-être le premier pays africain à le faire. Au Sud Kivu, la politique de proximité de l'F-123 s'est poursuivie sur les terrains. À Bukavu, le gouverneur de province Patrick Boussou-Bangui a échangé avec les habitants du quartier Vamaro autour des actions de développement et des priorités locales. Le détail dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Sud Kivu. Dans une dynamique de proximité et de redevabilité à l'endroit de ses administrés, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bangui Chombo, a une nouvelle fois démontré la vitalité d'une gouvernance participative à l'écoute de ses administrés. C'est mardi 21 avril 2026, en sa résidence officielle de Nyonfou, l'autorité provinciale a accueilli la population de l'avenue de Martyrs d'Ivamaro pour une séance d'échange direct, franc et constructif. Une initiative qui s'inscrit dans une vision claire, bâtir une administration ancrée dans la transparence, la concertation et l'action. Au cœur des discussions, la réhabilitation imminente de la route stratégique reliant le rond-point Major Vangu au rond-point ISP jusqu'à la place Mouzi-Roi passant par l'avenue Vamaro. Un projet d'asphaltage attendu depuis longtemps, porteur d'espoir et de développement qui viendra fluidifier la mobilité, stimuler les activités économiques locales et renforcer l'intégration urbaine. Dans le même élan, le gouverneur a placé la question environnementale au centre des priorités provinciales. Face au défi du réchauffement climatique, il a mobilisé la population autour d'un engagement commun. La plantation massive d'arbres ornementaux et fruitiers, une initiative déjà amorcée par le mouvement révolutionnaire AF-23 et appelée à s'intensifier avec l'adhésion citoyenne. Fidèle à la devise de l'AF-23, Congo Itajengwa Nasisi Wenyewe, traduisant la responsabilité collective dans la construction nationale, le chef de l'exécutif provincial a également lancé un appel fort au vivre ensemble, exhortant les communautés à rejeter toute forme de discrimination et à consolider la cohésion sociale. À l'issue de cette rencontre, la population de Vamaro n'a pas caché sa satisfaction. Vraiment, il y a une initiative na mimi napo ile initiative ya kusema iko na mwai kidogo anaosaidia hata hiyo mara barabara inafaa vraiment tuziheshimie. Siaonaka gouverneur mwenye iko humble na simple sawa huyu. Mimi nashukuru sana kwa simplicité yake, kwa faso yake isiko naongelesha watu. Mimi ndio ndakuwa wa kwanza kuombea baba gouverneur. Un signal fort d'un leadership en action où l'État et la population avancent désormais main dans la main pour bâtir un Sud Kivu plus fort, uni, résilient et prospère. Parlons justice à présent. Le Conseil supérieur de la magistrature passe à l'offensive. Conduite par son président Dieudonné Kamoleta, une mission d'inspection a été lancée ce mardi 21 avril 2026 à Kolosi. Objectif, évaluer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et échanger avec la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, sur le défi du secteur. Reportage. La province du Lualaba a constitué la première étape d'une mission d'inspection menée par les conseils supérieurs de la magistrature. Conduite par son président Dieudonné Kamoleta, cette délégation a été reçue le mardi 21 avril par la gouverneure du Lualaba. Au cours de cette rencontre, les membres de cette haute instance judiciaire ont exposé l'objet de leur mission qui s'inscrit dans une dynamique de consolidation de l'état des droits, conformément à la vision portée par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est tout à fait normal que quand nous arrivons dans une province, nous puissions passer pour des civilités à l'autorité provinciale et lui informer que nous sommes en mission officielle, comme on vient de le dire, du Conseil supérieur de la magistrature. Et nous lui avons dit qu'il y
Et nous annonçons aussi à tout le monde que le bureau du CCM a pris la décision de faire l'itinérance sur toute l'étendue de la République pour voir dans quelles conditions les magistrats travaillent et pour passer le message de l'éthique, de la déontologie et de la nécessité de maintenir l'état de droit. Le président du Conseil, Dieudonné Kamuleta, a aussi salué les efforts entrepris par le gouvernement Masuka, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail des magistrats et du personnel judiciaire. L'autorité provinciale fait en sorte que les acteurs judiciaires puissent faire leur travail tant bien que mal, avec un soutien dans tout ce qui peut faire en sorte que les infrastructures, d'ailleurs pendant que nous sommes ici, nous irons voir le terrain là où sera érigé le palais de justice, mais en fourniture, en appui, comme vous le savez, et nous n'avons pas perdu de vue ce qu'elle fait et nous avons tenu à lui présenter nos remerciements. Ces avancées traduisent, selon lui, une volonté affirmée de renforcer l'indépendance de la justice et d'assurer une meilleure effectivité du service public judiciaire au Lualaba. Cette mission d'inspection s'inscrit ainsi dans une logique de gouvernance judiciaire axée sur la redevabilité, la performance institutionnelle et le respect des principes fondamentaux de l'état des droits, socle indispensable à la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Pendant ces temps, à Kisangani, la justice se penche sur un dossier sensible de gestion de fonds publics. Un projet de réhabilitation du jardin zoologique et botanique, initialement évalué à 700 000 $, aurait coûté jusqu'à 4 millions USD. Face à ces écarts jugés préoccupants, une enquête judiciaire a été ouverte pour faire la lumière sur les possibles irrégularités. Les précisions dans cet élément. Un dossier sensible refait surface dans la gestion du fonds public en République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire sur un contrat controversé relatif à la réhabilitation du jardin zoologique et botanique de Kisangani. À l'origine de cette décision, deux éléments jugés préoccupants concernant un accord conclu entre le Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, FRIVAO, et l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICSTN. Initialement estimé à 700 000 $ américains, le projet aurait finalement mobilisé jusqu'à 4 millions de $, soit un dépassement de 3,3 millions de $. Selon des analyses préliminaires, appuyées notamment par un rapport de l'Inspection générale des finances, IGF, et des constants de terrain, plusieurs incohérences ont été relevées. Celles-ci concernent notamment l'écart entre le montant engagé et le niveau réel d'exécution des travaux, ainsi que des insuffisances dans les mécanismes de contrôle, de traçabilité des dépenses et de supervision technique. Sans préjudice des présomptions d'innocence, ces éléments ont conduit les autorités judiciaires à ouvrir des investigations sur des faits susceptibles de constituer des infractions telles que les détournements des deniers publics, la corruption, la concussion et d'autres infractions connexes prévues par la loi. Cette démarche s'inscrit dans le respect de l'indépendance de la justice, du principe du contradictoire et des droits de la défense. Les autorités réaffirment par ailleurs leur engagement dans la lutte contre la corruption et la protection des fonds publics. Enfin, en un mois des élections à la Fédération congolaise de football association, la course à la présidence s'intensifie. 9 candidats sont officiellement en lice pour briguer ces postes stratégiques avec en tête d'affiche Véron Mosingwa, présenté comme favori, et Shaban Inonda, porté par une forte popularité. Entre promesses et réformes, le relance du football local et exigence de bonne gouvernance, l'enjeu et détails. Reportage. Qui va occuper les sièges du président de la Fédération congolaise de football association? C'est en tout cas la question qui taraude les esprits à un mois des scrutins. Au total, 9 candidats briguent la présidence de la FECOFA. À l'issue de la journée mouvementée du 21 avril 2026, date butoir de dépôt de candidature,
Plusieurs prétendants, parmi lesquels d'anciens joueurs de football, ont annoncé leur couleur. Les derniers à s'être présentés dans les locaux de la FECOFA, c'est Véron Mosengo qui fait office de favori puisque jouissant du statut dit ticket de la Confédération africaine de football, selon plusieurs sources. L'ancien secrétaire général de la CAF qui a déposé sa candidature tard dans la soirée, alors que les rumeurs en faisant les colistiers de Chabani Nonda quelques heures plus tôt ont circulé, a fait part de son ambitieux projet pour une FECOFA redynamisée. Un projet libellé sur 11 axes et 4 principes de bonne gouvernance, la transparence, l'intégrité, la responsabilité et la redevabilité. Les principaux challengers de Véron Mosengo, c'est sans doute Chabani Nonda, qui jouit d'une grosse cote populaire. L'ancien buteur de l'AS Monaco et capitaine de la sélection congolaise paraît aux yeux de plusieurs Congolais comme le profil idéal pour ressusciter une FECOFA qui se meurt dans la médiocrité de ses précédents animateurs. Pour Chabani Nonda, les priorités sont le développement du football local, la réhabilitation des infrastructures et les réformes nécessaires pour développer le football congolais. D'autres candidats comme Bosco Mwewu, président de la Ligue nationale de football pendant longtemps, ont également parlé de leurs intentions. Aziz Makukula, l'ancien international portugais d'origine congolaise, Max Mayaka, Didier Massamba, Kevin Issa, Patou Mangenda et J.C. Moukanya complètent la liste des 9 candidats retenus. Ça sera tout pour cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Restez connectés.